dis bonjour à tous. Je suis un petit peu émue parce que je n'ai pas l'habitude d'intervenir avec autant de personnes devant moi. Voilà, donc je vais vous dire ce que je suis. Moi, je suis médecin du travail au sein de l'administration économique et financière. On a un titre, ce qu'on appelle le médecin de prévention. En fait, on est médecin du travail. J'ai aussi le rôle, la fonction de médecin coordonnateur. Alors, il faut savoir que médecin coordonnateur, ce n'est pas un rôle hiérarchique, c'est animer une région, puisque moi, je suis médecin du travail dans un département pour toutes les administrations financières. Et puis, je coordonne une région avec donc, des médecins. Donc, j'ai 11 médecins à coordonner. Voilà. Dans ce cadre-là aussi, je voulais juste dire, c'est pas pour m'avancer, mais j'ai aussi un diplôme d'ergonomie. Alors, vous savez que l'ergonomie, c'est l'adaptation du travail à l'homme. Et a fortiori, c'est l'adaptation du travail à l'homme qui présente un handicap. Donc, du coup, je suis très sensibilisée aussi aux adaptations de poste. Et la troisième fonction que j'ai, c'est que je travaille dans un institut de sourds. Et je participe à l'orientation professionnelle de sourds ou alors de sourds polyhandicapés, parce qu'il n'y a pas que la surdité, ça peut être associé à d'autres handicaps. Donc voilà, un petit peu pour vous poser un peu le cadre. Après, pour vous parler du CHSCT, donc le médecin du prévention est membre de droit, mais je voulais quand même rappeler un petit peu ce que l'on faisait au ministère économique et financier. Là-dessus, je voulais vous dire, enfin, vous connaissez toute cette définition de la loi du 11 février 2005 sur les situations de handicap, et vous voyez bien la différence. Enfin, la différence, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des handicaps physiques, les handicaps sensoriels, c'est-à-dire les sourds, les malentendants, et puis les déficients visuels, et puis il y a tout ce qui est partie handicap psychique. Et quand on parle d'handicap psychique, c'est à la fois d'handicap cognitif ou avec des troubles du comportement. Donc ça, c'est important aussi à bien définir, en fait. Au ministère économique et financier, donc, on a donc des personnes qui sont en situation de handicap. Soit elles sont recrutées comme handicap. Vous savez que le ministère ouvre ses portes aux agents handicapés, enfin aux personnes handicapées. Ces personnes ne passent pas un concours. Ils sont embauchés sur la forme ils sont contractuels pendant 1 an, et au bout d'1 an, ils sont titularisés. La problématique dans ces recrutements de travailleurs handicapés, et j'en parle en connaissance de cause, c'est qu'en fait, pour pouvoir, comment dirais-je, adapter un poste à un handicap, il faut connaître parfaitement l'handicap. Et la difficulté, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un médecin, entre guillemets, dans la boucle pour pouvoir identifier la nature de handicap. Vous savez qu'il y a des gens, ils ont des handicaps de nature tellement différente qu'il faut pouvoir adapter le poste. Et c'est là un peu la difficulté qui se trouve au ministère. La deuxième chose, et pour que mon collègue l'a bien dit, c'est qu'en fait, bon, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et il se trouve que dans la vie, on peut avoir un accident du travail, un accident de service, une maladie chronique, une maladie professionnelle. Et donc, toute la problématique là-dedans, c'est comment conserver son emploi, y compris au ministère économique et financier. Alors, les moyens que l'on a, nous, on se base, vous savez, on a un décret qui finalement définit notre rôle, notre position, etc. C'est le décret 82-453. Et vous verrez que dans ce décret, il y a un article, c'est l'article 26, sur lequel on s'appuie, notamment aussi en CHSCT, qui dit que le médecin du travail peut proposer des aménagements de poste. Alors, les aménagements de poste, comme je vous l'ai dit, il y a des handicaps différents. Il peut être matériel, donc on en a parlé, mon confrère en a parlé, c'est du mobilier, ça peut être des souris, écrans, ça peut être des logiciels, ça peut être des outils de communication pour les malentendants, etc. La deuxième chose que l'on peut proposer, c'est ce qu'on appelle les aménagements de conditions d'exercice. Alors, les conditions d'exercice, c'est beaucoup plus vaste et ça débouche sur plein de choses. Notamment, on peut proposer des aménagements d'horaires de travail, on peut proposer du télétravail qui n'existait pas avant que la loi apparaisse. On peut proposer du temps partiel, on peut proposer des changements de poste, des modifications d'affectation, des modifications de tâches, etc. Donc, en fin de compte, c'est très vaste. La problématique, c'est essayer de pouvoir aider la personne de manière à ce qu'elle puisse rester au ministère et qu'elle puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors, sur la position dans la prise en charge, il faut savoir que la prise en charge au ministère, elle est faite pour les personnes handicapées qui ont une reconnaissance RQTH par la CRIF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est cette RQTH, on en parle beaucoup, mais la première chose à savoir, c'est que d'abord, il faut que la personne accepte son handicap. Et ça, c'est vraiment... Il y a des gens qui ne veulent absolument pas entendre parler d'RQTH, et c'est difficile, après, de mobiliser derrière pour pouvoir obtenir des aides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est aussi tenu au secret médical, au secret professionnel, et on ne peut pas dévoiler la pathologie dont est porteur l'agent. Mais il faut quand même le défendre, et c'est là toute notre difficulté. Je vous prendrai pour exemple, parce que je fais une diversion, mais c'est vrai que j'ai eu une personne qui avait
une pathologie neurologique. Et vous savez que dans certaines pathologies neurologiques, à un moment donné, vous avez des troubles cognitifs. Et c'est très compliqué. La personne avait voulu changer de poste, ça s'est très très mal passé. Et moi, toute mon énergie, ça a été de la remettre dans le poste où elle était bien, tout en essayant de la défendre sans divulguer le secret médical. Donc je n'y suis arrivée que lorsqu'elle a bien voulu reconnaître et a voulu avoir une RQTH qui lui a été accordée. Et là, ça m'a ouvert des portes qui a permis à la personne d'être reclassée dans son ancien poste. Et du coup, j'ai des nouvelles, ça se passe très bien. Donc vous voyez la difficulté. Il faut la première chose, l'acceptation par la personne, ce qui est difficile. Donc quand on a cette reconnaissance RQTH, nous on a la CRIF, qui je pense est une émanation de la GFIP, et qui prend en charge beaucoup de choses, les prothèses auditives, les fauteuils, les auxiliaires de vie, les transports spécialisés. Il y a plein de choses qui sont prises en charge par la CRIF. Par contre, lorsque la personne n'a pas de reconnaissance, ensuite, c'est là où finalement on cède du CHSCT. Et là-dessus, je dois dire que on est beaucoup aidé par les organisations syndicales qui appuient nos demandes et nos demandes de matériel, etc. Par contre, en CHSCT, c'est surtout des aménagements matériels qui passent. Ne passe en CHSCT que le refus des administrations des aménagements de conditions d'exercice. Et là, en fin de compte, c'est pour pointer du doigt que finalement l'administration a refusé. Après, il y a toute une démarche, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué, etc. Voilà, donc c'est pour ça que la position en CHSCT, elle est que réductrice un petit peu de notre rôle de médecin du travail. Ce que je voulais dire aussi, c'est que chez nous, et c'est pareil aussi, je le vois bien dans le privé, c'est quand on est face à un handicap psychique, parce que là, c'est très compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, par exemple, il n'y a seulement que des troubles cognitifs, c'est-à-dire que la personne elle peut continuer à travailler, mais elle n'a pas le même rythme de travail que la personne d'à côté. Et au ministère, quand vous avez quelqu'un qu'on arrive à garder dans un service, le ministère ne tient pas compte de ça. C'est-à-dire qu'en fait, la charge de travail pour le service dans lequel est la personne, elle est la même que la personne soit handicapée ou pas. Et du coup, ce qui fait que finalement, toutes ces charges de travail vont se reproduire sur le collectif. Et c'est toujours aussi notre difficulté, c'est que le collectif aussi accepte de pouvoir aider cette personne tout en sachant que le collectif va obtenir une charge de travail beaucoup plus importante. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans nos ministères, il y a une diminution des agents, et donc du coup, la charge, elle se répartit beaucoup plus sur les agents eux-mêmes en place, et donc du coup, ça entraîne forcément des difficultés. On n'a plus de possibilités, des fois, de trouver des postes facilement. C'est compliqué, et c'est une négociation à la fois avec le collectif, mais aussi avec l'administration. Après, le deuxième cas que je voulais aussi évoquer, c'est quand on a un handicap avec cognitif et avec trouble du comportement. Et là, c'est encore plus compliqué. Alors, je sais qu'au ministère, nous, médecins de prévention, on a mis en place une procédure qui est très lourde, qui, bien sûr, passe par un bilan du maintien à l'emploi, qui demande l'accord à la fois de l'agent et de l'administration et du collectif, qui demande aussi l'intervention, pareil, comme vous l'avez vu avec mon collègue, d'un tutorat, c'est-à-dire c'est une personne ressource à l'intérieur du service dans lequel est la personne. C'est aussi un accompagnement par d'autres entreprises extérieures et qui viennent à raison, ils sont de 25 heures par semaine, etc. Donc il y a des moments où c'est compliqué et qu'on n'arrive pas forcément à trouver le travail qui va correspondre à l'handicap de la personne. Donc la deuxième problématique au ministère, c'est le reclassement professionnel, comment on peut reclasser quelqu'un qui veut continuer à travailler, mais pour lequel on n'arrive pas à trouver un poste à l'intérieur du ministère économique et financier. Et je dois dire que comme on a dans le privé, il y a l'invalidité catégorie 2, ça n'existe pas au ministère. Comment on fait pour reclasser la personne? Il y a bien sûr un décret qui est passé il n'y a pas longtemps, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se penche pour pouvoir permettre à ces personnes, si elles ne peuvent pas rester dans le ministère, qu'elles puissent quand même continuer à travailler. Donc ça, c'est toute une problématique. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Parce que non, mais c'était très bien. Merci beaucoup, Madame Poissas-Rousseau.